D'abord, puisque c'est familial, je vais commencer par me présenter plus personnellement. Voilà. Parce que comment dire, la question d'orientation et la question de la vocation, c'est toujours c'est un chemin très, très personnel, des histoires, des choses qu'on décide, des choses qu'on ne décide pas, et puis quelque chose se dessine à travers tout cela. Et donc pour illustrer ça, en guise d'introduction, je vais dire pourquoi je me suis intéressé à la question de l'orientation. Alors ce n'est pas par égotisme, mais c'est justement pour essayer d'incarner cela. Alors, moi au départ, j'étais un élève au lycée, dans une famille, j'ai eu la chance d'être dans une famille aimante. Et puis, mon père était ingénieur et c'était un peu... Enfin, je ne me suis pas posé la question, c'était normal d'être un ingénieur. Alors que mon père ne m'a pas demandé d'être ingénieur. Et donc, j'ai fait l'étude, j'arrivais, alors avec, peut-être que j'y reviendrai, un parcours en lycée un peu chahuté, du fait d'événements parfois douloureux. Bon, voilà. Et donc, arrivé en terminale, j'étais en terminale C, j'ai fait une maths sup. Et puis là, c'est une prépa intégrée, et je voyais qu'après je voyais ce que c'était que le métier d'ingénieur. Et en fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en même temps, c'était une période où je pense commençait une conversion. Et à la fin de cette maths sup, j'ai décidé d'arrêter et je suis rentré en philosophie. C'était un virage. Et je sais gré à mon père d'avoir accepté. Pas évident pour lui. La philosophie, ça ouvre sur quoi, voilà. Et puis, eh bien, voilà. Voilà. Et j'avais besoin d'y voir clair. Voilà, de savoir sur quoi je pouvais m'appuyer. Il y avait un besoin pour moi de l'intelligence. Et c'est la philosophie qui pouvait répondre à cela, je l'espérais. Voilà. Et puis, pourquoi je me suis intéressé à la question de l'orientation? Parce que, bon, j'ai été professeur de philosophie. Après, je suis, comme le disait Cécile, j'ai été... pendant 23 ans, directeur de l'Institut Albert Legrand. Alors, c'est un institut en humanité et sciences politiques, très généraliste. Et après, donc ils font de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, des sciences politiques. Mais après les 3 ans, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Et donc, forcément, j'étais amené à accompagner des centaines d'étudiants, 1000, pour les aider à prendre un choix d'orientation, parce qu'après, ils pouvaient faire beaucoup de choses, continuer un master de lettres modernes, de sciences politiques, faire une école de management, de communication, de ressources humaines, etc. Et donc, je me suis intéressé forcément à cette question. Voilà. Et pour moi, finalement, la question fondamentale, comme le disait aussi Cécile, c'est celle de la fécondité de l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'une vie porte du fruit? Alors, quand je fais une rétrospective, déjà, à notre mariage, Claire, mon épouse et moi, on a choisi Jean XV, la gloire de mon père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc cette question, en fait, qui tient au cœur de Dieu, du fait qu'on puisse porter du fruit. Alors, je me suis dit, quand je fais une relecture, ce n'était pas clair comme ça à l'époque, mais j'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans. Et donc, quand je vous disais que c'était un passage douloureux, j'étais en seconde. Et en fait, il se trouve que j'étais joyeux encore. Enfin, j'ai bien profité de la vie pendant le lycée. Ce qui fait que c'était un petit peu parfois compliqué, etc. J'étais tout seul à la maison, j'étais le dernier, donc je faisais ce que je voulais. Mais, en fait, il y avait cette question implicitement, je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais à quoi bon tout ça? Autant simplement profiter de la vie,
quand on compare à la question de la mort, rien n'est vraiment important, en fait. Et puis, quand même, aussi le fait d'être très marqué au moment des funérailles des différentes personnes que, au gré de la vie, on a dû accompagner. Finalement, la question qui se pose, c'est mais quel fruit elle a porté, en fait. Et parfois, on est dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. On se dit, tiens, c'est vraiment ça que je lui dois, et elle ne le sait pas forcément. Et puis bon, parfois, c'est moins évident. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça qui est important, c'est que la vie porte du fruit. Donc ça, c'est ça qui m'a accompagné. Mon DEA de philosophie, je l'ai fait sur la fécondité morale. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une vie porte du fruit d'un point de vue moral? Vous savez, il y a parfois des gens qu'on rencontre qui nous donnent envie d'être meilleurs. C'est une fécondité de la personne. Hein, voilà. Bien. Et alors, voilà. Et alors, le lien avec l'orientation, c'est que, justement, quand une personne, quand un jeune fait un bon choix d'orientation, ça va être pour lui source de développement, de vie, et il va porter du fruit. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat tardivement sur cette question du discernement d'orientation professionnelle. C'est pour dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une décision va pouvoir être source de vie, en fait, va pouvoir développer la personne. Et je me suis intéressé, j'ai fait, comme on dit souvent en sciences sociales, un pas de côté. Je ne me suis pas intéressé à la population étudiante que je connaissais, mais je me suis intéressé à des personnes qui, au cours de leur vie, donc ont fait un choix d'orientation professionnelle fort, ont bifurqué, auraient pu continuer dans leur poste, mais qui ont décidé de changer, et qui ont été très heureuses d'avoir changé. Et je les ai interrogées pour savoir à quoi elles ont été attentives au moment du discernement pour pouvoir prendre la bonne décision, qui était donc une décision source de vie. Voilà. Avec cette idée que cela pourrait aussi servir aux étudiants que j'accompagnais, forcément. Et plutôt que d'attendre de faire ce choix à 40 ou 50 ans, si le choix est plus ajusté et plus juste à 20 ans, tant mieux. Tant mieux. Voilà. C'est toujours ça de prix. Voilà. Voilà. Alors, quelques mots sur la fécondité, j'avais prévu de vous dire, c'est que il faut vraiment faire une distinction entre la fécondité et l'efficacité. Je dis distinction, pas opposition. Quand on est efficace, on a un objectif, et puis c'est qu'on maîtrise bien les moyens pour arriver à un objectif. Et c'est bon, bien sûr, d'être efficace. Voilà, pour mettre tout en place, il a fallu être bien organisé, efficace, et puis pof, à 10 heures, tout est prêt, etc. Voilà. Et tout un travail en amont. Bon. Donc, mais dans l'efficacité, on est dans l'ordre des moyens, maîtrise des moyens pour arriver à une fin. Dans l'ordre de la fécondité, c'est pas la même chose. C'est qu'on est vraiment dans l'ordre de la fin. C'est-à-dire qu'il y a un développement de la personne qui, étant suffisamment accompli, porte du fruit. De la même façon qu'un arbre, il faut qu'il soit, tous les animaux, il faut qu'il y ait une puberté, il faut qu'il y ait un accomplissement pour que l'arbre puisse porter du fruit, ou enfin que la personne, biologiquement, puisse porter du fruit. Donc ça implique une actualisation de ce qu'est de cet être vivant pour que ça puisse porter du fruit. Bon. Eh bien, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la finalité. C'est parce que la personne est développée, elle devient plus elle-même, pour reprendre la formule de Bayard, qui est le titre du livre
commis par Cécile, c'est parce qu'elle est devenue ce qu'elle est qu'elle porte du fruit. Et donc, on est ici vraiment du côté de la fécondité et pas de l'efficacité. Et c'est important parce qu'on peut être très efficace et peu fécond, et parfois, on peut, par exemple, les personnes très malades, être peu efficaces, ou perdre en efficacité, mettre un temps fou pour faire des choses, etc., mais elle peut avoir une grande fécondité. Donc, on n'est pas dans... C'est pas le même ordre. Alors, ça ne s'oppose pas, il est bon d'être efficace, mettre un quart d'heure pour quelque chose plutôt que 3 heures. Bon. Mais on n'est pas dans le même ordre. Et on raisonne souvent, même scolairement, en termes d'efficacité et pas de fécondité. Et les compétences, c'est une logique de l'efficacité. Hein, telle compétence, tac, 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 donc ça va permettre d'atteindre tel but, etc. Ouais. Logique d'ingénieur, et c'est très bien, il faut être ingénieur quand il s'agit d'être technicien. Mais on n'est pas toujours ingénieur, on n'est pas toujours dans l'ordre de la technique. Voilà. Alors, en quoi l'orientation, j'en viens au sujet, en quoi l'orientation est une bonne nouvelle, et pas, alors que c'est plutôt ça qui nous vient à l'esprit, l'occasion de stress, comme vous le disiez, notamment au moment de Parcoursup, etc. Ou alors avant, quel choix faire, c'est pas facile. Alors la thèse que je vais développer, c'est que c'est un choix d'orientation, c'est l'occasion d'un chemin, certes exigeant, de liberté, pour entrer dans une logique de fécondité. Voilà, ce que j'ai essayé je vous répète, c'est un peu pas très poétique, c'est un peu philosophique d'abord. Occasion d'un chemin exigeant de liberté pour entrer dans une logique de fécondité. Voilà. Et avant de tenter de donner des clés pour entrer dans cette perspective de la fécondité, je voudrais encore prendre un petit peu de recul avec vous pour vous faire un très rapide historique sur la façon dont la question de l'orientation s'est posée depuis un siècle. Et c'est assez instructif, je pense, vous allez le voir. Donc c'est un peu des éléments de contexte. Voilà. Parce que l'orientation ne se posait pas, il n'y avait pas de réflexion sur l'orientation au 19e siècle. Hein. La question ne se posait pas. Voilà, le père était menuisier, on devenait menuisier, on travaillait au champ, puis voilà, bon, et puis Et la question, et les premières études sur l'orientation sont apparues aux États-Unis au tout début du XXe siècle, avec un certain Dominic Parsons. Et puis, voilà, ça s'est développé. Et pourquoi ? Parce que, alors, surtout après les années 50, il y avait besoin de développer l'économie, et puis, après la guerre, et il fallait affecter les ressources humaines aux bons endroits pour que, participer à cet effort de développement de l'ensemble de la société. Et alors, il y a eu donc beaucoup de questionnaires, de tests qui ont été mis en place. Je pense quelque chose de Strong, ou bien, alors, Hollande, le test de Hollande avec le RIASEC, alors dans les années 50 jusqu'à encore maintenant. Ça, hein. Alors, quelle est l'idée ? C'est que, on se dit, voilà donc on fait passer des tests, des caractéristiques de la personne. Toc, 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 toc. Elle est plutôt réaliste, plutôt ceci, cela. Okay. Caractéristiques d'un métier. Toc, 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 toc. Et puis, donc, quand on a telle caractéristique, eh bien, normalement, il y a une connexion avec le type de métier. Okay. Voilà. Donc ça, jusque dans les années... Bon, encore une fois, ça existe encore, mais jusque dans les années 80, c'était vraiment prédominant. Ce que je veux souligner ici, c'est que la perspective est, d'un point de vue philosophique, me semble-t-il, positiviste. J'explique. Un petit peu sur le modèle de la science. Hein, en balistique, on se dit, j'ai un canon, il a tel angle par rapport à l'horizon, à l'horizontale, telle puissance, il y a la résistance de l'air, etc. Et donc, ça va faire
une courbe à peu près parabolique, et puis donc ça va arriver à tel endroit. Donc, si j'ai bien les caractéristiques physiques, eh bien je peux prédire ce à quoi ça va aboutir. D'accord ? Et de la même façon, finalement, c'est le modèle appliqué à l'orientation, et je vais pouvoir déterminer la trajectoire. Puisqu'on a telle caractéristique, eh bien, on va prendre telle trajectoire, et ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que c'est une perspective positiviste. Le positivisme, en philosophie, s'inspire vraiment de la démarche scientifique. Donc, on détermine un certain nombre de critères, on se dit qu'il y a un certain nombre de lois qui président au développement, et donc, on va pouvoir dire que voilà, il va y avoir telle caractéristique de comportement, et on se dit que ça va être source de satisfaction au travail. Et puis, en fait, ça ne marche pas forcément très bien. Et notamment la question de la congruence. La congruence, c'est le fait que l'activité corresponde à la personnalité. Ben, curieusement, alors c'est vraiment contre-intuitif pour nous, j'y reviendrai, c'est pas source de satisfaction au travail. Dans les études, ça ne marche pas. Bon, alors je vais revenir là-dessus. Bon, et puis à partir des années 90, à peu près, il y a d'autres modèles qui sont apparus. Avec la prise en considération d'un contexte beaucoup plus changeant. Avant, les carrières étaient beaucoup plus linéaires, puis on savait, les limites, on restait souvent dans la même entreprise, puis on savait qu'il y avait telle progression possible, en tout cas, etc. Les choses étaient plus balisées. Hein, et donc, le modèle positiviste pouvait être effectivement plus pertinent. Mais avec l'avènement, on a entendu peut-être parler de la société liquide, hein, de Bauman, voilà, les contrats la vie est plus éclatée, souvent, et puis le maître mot, ça devient de plus en plus l'adaptabilité. Et donc, il faut même s'inventer perpétuellement pour pouvoir faire face à de nouvelles exigences qui changent, etc. Et on dit toujours, de toute façon, on ne fera pas le même métier dans 20 ans, 30 ans, etc. Bon, très bien. Et donc, voilà. Donc, les modèles là, qui sont apparus, ils n'étaient plus du tout positivistes, mais on appelle, au jargon, constructivistes. C'est-à-dire qu'il faut s'inventer perpétuellement, se construire pour pouvoir s'adapter. Ouais, enfin, il faut se réinventer continuellement. Et en fonction des exigences du milieu, et on pourrait dire des exigences d'une économie libérale, de la performance, dans une société dite liquide. Et ça, c'est quand même utile aussi d'un point de vue économique. Il faut des personnes forcément adaptables, etc. Mais vous voyez que dans ce cas-là, si on pousse la logique jusqu'au bout, finalement, c'est les injonctions sociales et économiques qui font que la personne doit s'adapter pour pouvoir, justement, trouver son chemin dans cet univers qui peut être difficile. Donc il a fallu, vous voyez, la conséquence, c'est qu'en orientation, on a inventé d'autres modèles constructivistes, là qui sont fondés, me semble-t-il, sur une perspective sartrienne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de donné, et l'homme est liberté, et il s'invente perpétuellement. Voilà. On va revenir si vous voulez. Alors, ce qui me gêne dans cette perspective-là, c'est que la personne en tant que telle peut passer à la trappe. Parce que ce qu'elle porte, à la limite, c'est pas ça qui est important, c'est le fait qu'elle puisse s'adapter aux injonctions du milieu. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est plutôt une approche personnaliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle n'existe pas de façon indifférenciée. On n'est pas... on a des talents particuliers.
Après, on a une histoire, on se fait dans le temps, etc. On n'existe pas de façon indéterminée. Puis on a à se positionner devant ce monde qui est changeant, c'est une réalité, et il faut s'adapter, bien sûr. Mais comment le faire? Et donc toute la question, c'est justement de pouvoir s'insérer et être au service de ce monde, du développement de ce monde, tout en étant enraciné dans ce qui fait notre personnalité et notre singularité. Voilà. Donc ça, c'est une approche personnaliste et qui, j'espère, évite, dans ce cas-là, l'éclatement de la personne. Ou dans une perspective constructiviste, on va dire de l'individu. On parle même, c'est incroyable, de formes identitaires subjectives. Donc l'individu a plusieurs formes identitaires subjectives parce qu'il faut qu'il fasse face à des exigences différentes. Ouais, mais alors, elle est où la personne? Et ce qu'elle porte? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, toute la question, c'est de dire, voilà, comment pouvoir garder une unité personnelle en s'adaptant au monde, en apportant quelque chose au monde, et donc, en ce sens, faisant les bons choix. Et donc, ce n'est pas un hasard que la question de l'orientation devient plus stressante maintenant, c'est lié à un contexte et à des injonctions qui sont celles d'une employabilité, qui implique une adaptabilité, mais qui peut faire fi, justement, de ce qui constitue la personne en propre. Donc, tout le défi, c'est de faire de ces circonstances, de ce qui semble occasionnel, une occasion, justement, de choix libres, qui fait que la personne va vraiment pouvoir s'exprimer dans ce contexte. Voilà. Alors, donc, dans ce monde changeant, mais aussi, c'est ça qui est formidable, c'est une des bonnes nouvelles, plein d'opportunités. Pensons par exemple, simplement au niveau du scolaire, de toutes les passerelles possibles. Il y a beaucoup plus de passerelles qu'il y a 40 ans. Ça, c'est formidable. Et donc, ça, c'est le bon côté. Mais la question, c'est de pouvoir, justement, que ce contexte puisse être l'occasion, non pas d'une dissolution de la personne, mais l'occasion d'un bon choix qui engage la personne comme telle. Voilà. Donc, comment bien s'orienter? Alors, donc, plusieurs pistes. Alors, donc il s'agit de faire un choix. Alors, qu'est-ce que c'est que choisir? Quelques éléments qu'on trouve chez Aristote, donc il y a 2400 ans, et qui a été source d'inspiration encore dans la philosophie contemporaine, en tout cas pour cette question-là. Choisir, je désire quelque chose. Si je choisis, c'est qu'il y a d'abord un désir, et qui me porte vers une fin. Et dans la lumière de cette fin, que j'identifie, je délibère sur les moyens qui me permettent d'atteindre la fin. Voilà. Pas une question simple, c'est dit, il y a une causerie, il y a quelqu'un qui va parler, des personnes, on va organiser les choses, donc de façon à atteindre cette fin. Okay. Donc ça, de façon générale, on a une fin et puis on prend les moyens pour arriver à cette fin. Je veux être journaliste, je vais prendre un moyen, telle école pour me former, pour être journaliste, etc. Moyen, fin. Très bien. Alors, remarquez bien que, vous voyez, il y a deux facultés qui sont sollicitées pour pouvoir prendre une décision. C'est l'intelligence qui saisit la fin, et puis ce que Aristote appelle la volonté, qui est attirée vers la fin, et qui est source de désir. Voilà. C'est la volonté qui désire, qui est attirée par une fin, j'ai envie d'être journaliste. Et puis, dans la lumière de cette fin, je choisis le meilleur moyen. Okay. Donc là, c'est encore l'intelligence qui discerne le moyen qui est adapté à la fin. Donc ça, il y a quelque chose ici de basique qui est très important pour rendre compte du choix, mais ça ne suffit pas pour la question de l'orientation. Parce que le problème, justement, c'est que
la personne, souvent, ne sait pas quoi désirer. Et donc, elle n'a pas le rapport à la fin. Et donc, c'est très difficile de choisir quand on ne sait pas vers quoi tendre. Donc, la question là, c'est mais vers quoi tendre? Quand quelqu'un a un but, etc., c'est ça que je veux faire, mais c'est pas facile, etc. Bon, il y a une dynamique. On voit bien quand on accompagne, c'est facile, on peut s'appuyer. Il y a un désir, il y a une source. Quand on ne sait pas quoi désirer, alors là, on rame plus pour accompagner la personne. Hein. Bon, et puis surtout, la personne, ça peut être source d'angoisse. Elle dit, ben oui, je veux bien, je sais bien qu'il faut faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Alors, ce que je voudrais ajouter donc, à cette analyse d'Aristote, c'est que, justement, la question de la congruence que j'ai évoquée tout à l'heure et qui était souvent insuffisante dans la perspective de Hollande, en fait, mon idée, ce que j'ai développé, c'est qu'il fallait la penser à nouveau frais. Et qu'en fait, la congruence, parce qu'on voit bien, c'est quand même une intuition, c'est bien qu'on voit bien quand on est à notre place, chacun a pu faire cette expérience où on voit qu'il y a des personnes, on voit qu'elles sont à leur place. Et que ça c'est source de bonheur, de satisfaction, de développement de la vie, etc. Donc comment développer ça? Alors moi, ce que je vous propose déjà comme premier complément, c'est de distinguer 3 dimensions de la congruence. Et ça, je pense que ça peut vraiment aider pour le discernement de l'orientation. Première dimension, celle qui a trait à l'environnement de travail. Voilà. J'ai besoin de travailler en plein air. J'aime être dans une équipe. J'aime un type de management. Moi, j'aime bien quand c'est très fluide et qu'il n'y a pas trop de hiérarchie, etc. Ou au contraire, non, j'aime bien que les choses soient claires, cadrées. Je sais à qui je dois référer, etc. Ça, ce sont des environnements de travail très différents. On pourrait multiplier. Les valeurs de l'entreprise, etc. Voilà. J'aime bien les valeurs de l'entreprise qui sont telles ou telles parce que je me sens bien, etc. Donc ça, c'est l'environnement de travail. Super. Deuxième type de congruence, la nature de l'activité. Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je fais avec facilité qui me met dans la joie d'ailleurs. La joie, c'est important. C'est un signe. Par exemple, je discutais avec une interne là, il y a quelques mois et elle a choisi chirurgie viscérale. Bon, qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu as choisi ça? Et elle m'a répondu comme ça. Ah, moi, c'est réparer les gens avec mes mains. Ah, ça m'a scotché. Parce que pour moi, je répare ma mobilette, réparer ma mobilette, tout ça, la tondeuse, ou réparer les gens. Bon. Et donc, c'est ça. Et elle ajoutait, la dernière fois, j'étais de garde à 4h du matin, j'opérais, j'imaginais la situation, les viscères, etc. Et puis elle lui dit, quelle chance j'ai de faire ce métier. Je pense que c'est génial. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, voilà, c'est la nature de l'activité. Voilà. Et donc, en faisant, je suis heureux de ce que je fais. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la nature de l'activité. Et pour certains, ça va être emmener les gens dans mon projet, et puis les faire adhérer. Pour d'autres, c'est allez, la performance, puis on va être toujours plus efficace. Et ça, c'est génial. Enfin, j'adore ça. Puis je trouve le moyen, puis le challenge. On va arriver à cet objectif. Ouais, c'est vrai, on y va. Voilà. Puis pour d'autres, ce truc-là, non, mais ce que j'aime, c'est prendre du recul, concevoir le truc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont à courir? Voilà. Bon. Mais vous voyez, il y a des voilà. Donc ça, c'est des talents différents. Et donc la nature de l'activité désigne la congruence par rapport à la nature de l'activité, c'est ce qui me convient quand j'agis. Et ce n'est pas la même chose, justement. On confond souvent l'environnement de travail et la nature de l'activité. Un autre exemple. Souvent, on faisait du théâtre à l'Institut Albert-Legrand, et souvent, il y a des étudiants qui disent « j'aime trop le théâtre. En fait, c'est ce que je veux faire. »
pas forcément très doué, hein, mais bon. Et en fait, il aimait, enfin, en fait, toute l'effervescence au moment de la représentation, et puis au moins, ce sont des gens qui on respire, il y a plus de liberté, etc. Très bien, mais probablement c'était pas forcément son talent. Et ça, c'est donc travailler avec ces gens-là, super, mais c'est pas forcément son talent. Mais c'est pas grave, parce que justement, par exemple, si c'est son talent, c'est de faire en sorte que les choses soient bordées, carrées, solides, et qu'on va pouvoir s'appuyer sur lui, faire en sorte que juridiquement, ça va être OK, bien, on est tranquille, là, il n'y a pas de problème. Eh bien, par exemple, ça pourrait être un bon gestionnaire ou un bon juriste dans un théâtre. Et donc, la nature de l'activité, il serait tout à fait adapté. Et puis, dans un théâtre, il travaillerait avec des gens qu'il aime bien, dans une ambiance qu'il aime bien. D'accord ? Mais il faut bien distinguer environnement de travail et nature de l'activité. Parce que sinon, on va dire, puisque j'aime le théâtre, je dois être comédien. Ben non. Voilà. Hein ? Il vaut mieux être régisseur ou directeur de théâtre. Je sais pas. Bon. Puis, troisième chose, une troisième dimension qui est encore différente, c'est la congruence par rapport à la finalité. À quoi je sers, à quoi je suis utile quand je fais cela. Par exemple, si je reprends cet exemple du théâtre, j'aime bien les gens avec qui je travaille, c'est sympa, etc. Puis heureusement que je suis là parce que, allez, ça tourne. Maintenant, tout ce qui est fait comme type de... J'aime pas trop leur spectacle, ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça donne pas c'est pas ce que je porte, etc. J'aimerais être au service d'autre chose, vraiment. J'aimerais faire rayonner autre chose. Bon. Et donc, je suis pas en accord avec la finalité. Je suis pas d'accord avec le sens de la vie qui donne, de l'amour, de la beauté, etc. Bon. Et donc, la question, c'est, quand je travaille, quand je suis dans telle structure, est-ce que je suis en congruence avec la finalité, hein? Est-ce que je suis... À quoi je coopère, finalement? Voilà. Et ça, c'est pas forcément en lien avec la nature de l'activité et la nature de l'environnement de travail. Hein? Je donne un exemple massif. Vous aimez, comme Vincenot, Mémoire du rail, être conducteur de train. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé, ça. Traverser la France, les Alpes, tout ça. Bon. Cet environnement de travail, on voit des paysages, on est avec... il y a une confrérie, on pourrait dire, des cheminots, etc. Bon, exemple un peu massif, un peu lourd. En fait, vous allez à Auschwitz, d'accord, pour conduire les malheureux qui vont y être exterminés. Bon, bien sûr, nature de l'activité, environnement de travail, très bien, mais la finalité, catastrophique. Donc, ça ne suffit pas qu'il y ait environnement de travail et nature de l'activité pour que, effectivement, on puisse être aligné. Et inversement, il ne suffit pas d'être aligné sur la finalité pour qu'on soit bien dans le travail. Moi, ce que j'aime, c'est l'autre, c'est vraiment être au service de l'autre, etc. Super, c'est beau, hein, c'est très bien, c'est bien, hein, c'est formidable, c'est même essentiel. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je travaille dans l'action sociale. Parce que c'est particulier, c'est un environnement de travail particulier, la nature de l'activité, être assistante sociale, etc. Ça peut être formidable, mais il faut être un peu câblé pour aussi. Donc la finalité ne suffit pas toujours. Voilà. Donc, bien distinguer ces trois dimensions, un petit peu comme dans l'espace, hein, il y a trois dimensions et il faut autant que possible, avec les aléas de la vie, etc., voir ce qui peut au mieux, justement, trouver le point qui convient le mieux. Et j'ajouterai une chose très importante, c'est que, à un certain moment de la vie, du fait des contraintes, de maladies, des contraintes économiques, des contraintes familiales, que sais-je encore, les possibilités sont restreintes. Et c'est très important aussi, dans ce cas-là, de se dire,
au mieux dans la situation, qu'est-ce que je peux faire? Et si je renonce, par exemple, à quelque chose que j'aime beaucoup, mais je le fais en conscience, parce que ce que je fais, c'est par exemple pour être plus proche, pour être davantage avec ma famille qui en a besoin actuellement, par exemple. Bon. Mais ça, dans ce cas-là, je le fais en conscience et je suis aligné. Et puis, ça va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, bon, mais je le fais en conscience. Et donc, je choisis et je me positionne comme sujet. C'est moi qui choisis. Et j'assume eh bien, les conséquences pour cela. Et donc, vous voyez qu'ici, il faut que j'aille. C'est que comment dire, c'est une bonne nouvelle, l'orientation, parce que c'est l'occasion de faire des choix libres, mais qui sont en connexion avec ce que je porte, avec les aspirations que je porte, avec mes talents. Et donc, quand on accompagne, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la crise, c'est difficile, parfois, pas toujours, mais c'est l'occasion vraiment d'une maturité humaine, parce que ça permet de poser les bonnes questions et d'être plus libre pour dire, ben voilà, non, c'est pas parce qu'on fait telle ou telle chose, enfin, que telle chose est bien valorisée qu'il faut, socialement, qu'il faut le faire, pas forcément. J'ai vu tellement de gens qui, j'appellerais ça le syndrome du bon élève, du très bon élève. Voilà, terminale, très bien. Bon, ouais, moi je me souviens, j'étais dans un lycée, on me demandait, enfin, quand j'ai redoublé ma terminale, après, la question c'était, quelle prépa tu vas faire? Alors, dans la classe, il y avait la grande majorité qui faisait des prépas, avec quelques originaux qui faisaient médecine, puis le glandu qui faisait du droit, quoi. Voilà, c'était ça. Bon, c'était ça. Et puis alors après, donc, ils sont bons, ils sont sérieux, ils sont courageux, là. Puis, ils arrivent en prépa, puis la question souvent, c'est pas, tiens, est-ce que tu as envie de travailler le bois, le métal, ou je sais pas, si tu es ingénieur, mais quel... 3 minutes. Oui, j'avais dit que je ne serais pas... Et donc, après, donc, je vais faire telle école parce que, par exemple, c'est la mieux classée. Okay. Puis après, dans l'école, tiens, pour le CV, c'est bien de faire tel type d'entreprise parce que ça, c'est bon pour le CV. Moi, je suis admiratif, des bosseurs, etc., qui font ce qu'il faut. Puis, alors, parfois, ça colle très bien, c'est génial, puis les gens se développent, c'est formidable. Puis parfois, 40 ans, c'est très bien, mais en fait, les gens sont à côté d'eux-mêmes. Alors là, parfois, oui. Vous savez, alors, il y a eu une analyse de Jung, notamment sur la crise du milieu de vie, c'est intéressant. Alors, statistiquement, 44 ans. Ça peut être 50 ou 36, hein, bon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Jung? Je me souviens bien, c'est qu'il y a les désirs à 44 ans, les désirs qu'on avait pu effleurer à l'adolescence, qui d'un coup remontent. Et puis, parce que au début, après, dans les années de 20 à 40 ans, c'est plutôt ce qu'il appelle le moi social. On répond aux injonctions extérieures pour faire face, etc. Puis, à 40 ans, il y a ça qui remonte, et la personne dit, mais attends, qu'est-ce que je fais de tout ça, là? Je prends le bas de combat, etc. Bon, pas facile. Et puis, ça peut être l'occasion, justement, de choix. Alors moi, c'est un peu ce que j'ai étudié aussi, dans les gens qui ont bifurqué comme ça. Voilà. Ou bien des gens, parfois, qui disent, mais non, je rechoisis. Mais je suis libre, je suis sujet. Voilà. Je rechoisis pour telle raison, et je sais pourquoi je fais ça, et j'abandonne telle chose, etc. Mais je suis sujet. Voilà. Voilà, donc, pour aider, je finirai donc dans la minute 15 qui me reste, je dirais que pour aider, pour accompagner une personne, je pense que l'enjeu, c'est d'abord de faciliter la vie intérieure. Apprendre quand on est avec son enfant ou la personne qu'on accompagne, à nommer ses appétences, ses désirs,
à reconnaître ses talents, à affirmer pour que la personne puisse s'appuyer. Faire des expériences concrètes, réelles, pas être dans la tête, mais voilà, là j'ai expérimenté telle chose, parfois anodine, j'étais content d'organiser cette fête de famille, etc. Voilà. Mais bien repérer toujours le réel, il n'y a que le réel qui compte, l'expérience. Voilà. Et puis, il y a sans doute des éducateurs, ou des responsables de lycée, de collège. Je prends une proposition d'Emmanuel Gabelleri qui dit que, voilà, c'est bien de faire par exemple des forums des métiers, c'est essentiel. Et pourquoi pas faire aussi des forums des finalités au service de quoi? Voilà. À quoi j'ai envie de contribuer? Parce que le travail, c'est formidable, c'est le moyen de coopérer, hein, de co-création dans une perspective chrétienne. Donc, j'apporte quelque chose. Mais alors, au service de quoi? Et je ne veux pas tout faire. Donc, au service de quoi je veux créer? Donc, si il y avait un forum des finalités, ça pourrait être formidable, ça. Donc, forum des métiers, des compétences, puis forum des finalités. Voilà. Je serais content, à la fin de ma vie. Je parlais du rapport à la mort. Qu'est-ce que j'aurais été content d'avoir fait à la fin de ma vie? Et moi, quand j'ai des décisions importantes à faire, à prendre, je m'imagine toujours sur mon lit de mort, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pris comme décision? Ça donne, du coup, les difficultés. D'ailleurs, on arrive à plus les traverser. C'est ça qui est important. Et puis, voilà. Voilà. Eh bien, j'arrête parce que voilà, j'étais un peu. J'espérais être vraiment. Merci. J'espérais qu'il y aurait plus de temps pour discuter, mais voilà, on prend ce temps. Un quart d'heure, c'est ça, si je comprends bien? C'est un quart d'heure. Oui. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez partagé. On a une question dans le rapport au désir. J'ai l'impression qu'il y a à la fois parfois une grande difficulté face à quelqu'un qui n'est pas du tout en prise avec sa vie intérieure au désir, mais aussi un phénomène aujourd'hui de grande émotionnalité, de j'aime pas. Donc comment trouver un peu le juste accompagnement dans ces deux extrêmes? Est-ce que tout le monde a entendu la question? Est-ce que tu peux parler un peu plus? Oui, ma question c'est sur le point du désir, comment accompagner avec justesse, notamment les personnes qui sont dans une grande émotionnalité et dans un j'aime pas un peu binaire et un peu changeant. Ouais. Un vrai sujet. Moi, je pense pour ça qu'il est très important, j'ai un petit peu insisté sur ce point-là à l'instant, c'est la question de l'expérience réelle. Ce fait de se confronter à la réalité, puisque c'est en plus avec les portables, etc., ils peuvent être continuellement en train de réagir, et donc ils ne peuvent plus agir, ils ne sont plus sujets parce qu'ils ne sont pas connectés à leurs aspirations. Donc le fait de multiplier les occasions d'expérience réelle pour dire, voilà, et avec de l'effort, parce que quand on est dans le réel, il y a la résistance, et voilà. Et donc là, en fait, la question de l'orientation s'inscrit dans une perspective d'éducation plus large. Et apprendre à être libre, après le sujet, ça veut dire, c'est pas facile d'être libre. Et on préfère ne pas être libre. Et les parents, en fait, stressent aussi parce qu'ils ont peur de cette liberté, peut-être pour eux-mêmes et puis pour leurs enfants. Et pourtant, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est passionnant. Mais on a peur d'être libre. On aime bien être dans notre petit confort. Jean-Noël. Merci, Bertrand. Merci, c'est super inspirant tout ce que tu viens de dire, et ça m'inspire aussi une angoisse, donc je vais la partager. Tu disais quand même qu'il y avait une continuité dans les siècles précédents, tu disais qu'on prenait une décision une fois, peut-être deux dans sa vie, que maintenant on est amené à bifurquer plusieurs fois. J'ai le sentiment que ça devient quasi permanent. Avec l'accélération du monde, il y a 4 ans, la crise elle était sanitaire, le besoin, il fallait porter du fruit sanitaire, aujourd'hui il est sécuritaire, demain il sera démocratique, et après-demain il sera environnemental. Et je parle de dans 2, 4, 5 ans. Voilà. Et donc,
Cette bifurcation, est-ce qu'elle n'est pas finalement amenée à être quasi permanente? Et on n'est plus dans une orientation, on est dans un chemin, et c'est plus le rôle de l'orientateur, mais peut-être celui du manager, de l'ami, qui va aider. Voilà. Est-ce qu'on doit s'imposer à prendre des décisions quand même? Allez, j'ai bifurqué, je vais y rester pendant au moins 10-15 ans quand même. Ou est-ce qu'on s'autorise à être en permanence en train d'évoluer, et nous, en tant que manager, aussi accompagner nos équipes en leur disant, écoute, moi je t'ai embauché pour faire une pomme, et ben, si tu veux faire une poire, allons-y, parce que j'ai besoin de poire aussi. Tu vois ce que je veux dire? On passe d'une société liquide à une société gazeuse. Tu la sens l'angoisse là ou... C'est l'angoisse de la liberté, c'est bon. Alors, moi, je voudrais revenir à des fondamentaux, parce que la question, non, c'est vraiment la question de la liberté, pour être sujet. Et la racine de la liberté, c'est, on trouve ça notamment chez saint Thomas d'Aquin, c'est le discernement de l'intelligence. C'est intelligence et volonté qui permettent d'être sujet. C'est-à-dire que je réfléchis, je discerne, et je peux réfléchir à la façon dont habituellement je juge. C'est pour ça que je ne suis pas simplement pris dans des représentations sociales partagées. Je peux prendre du recul par rapport à ça. Donc je veux dire, bon ben, tel mode, ah oui, tiens, ça me dit quelque chose, c'est important, ou bien je dis, non, mais là, ça ne vaut pas le coup, etc. Donc déjà, je peux me positionner. Ça, c'est la vie intérieure. C'est l'exercice de son intelligence et de son jugement. Et puis, la volonté, c'est ce qui permet aussi d'agir en fonction de ce que l'on pense, pour être aligné. Donc, on est dans un monde difficile parce qu'on est beaucoup moins porté et on ne peut plus faire l'économie du discernement de l'intelligence perpétuelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen d'être nourri et de pouvoir prendre du recul, pour dire, de se positionner comme si j'avais dit, là, ça c'est bullshit, ça, ok, ça c'est important, je l'honore. Et donc, je me positionne comme sujet parce que je discerne et parce que j'ai le courage de vivre conformément à ce que je pense. Et donc, c'est normal que ça soit angoissant parce que c'est notre responsabilité de sujet libre. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout qu'on est tout le temps sollicité sur des sujets que mais c'est pas possible. Mais et en même temps, ben, voilà, on est en prise avec le réel, et puis ça frotte, et puis on se plante, et puis on apprend, on s'entoure de gens qui sont inspirants, qui vont nous nourrir, on lit des choses, etc. Et puis petit à petit, on arrive à faire son chemin. Il y a pas de... Je comprends complètement l'angoisse, c'est normal, c'est lié à la liberté. C'est l'aspect aussi dramatique de l'existence. On peut se planter, ça peut être, et puis ça peut mal se finir, rien n'est acquis. Dans une perspective, en même temps, tout ce que les erreurs que je fais, etc., les errements, etc., peuvent être source après d'un surplus de vie si j'ai conscience, mais ça m'apprend ça, je me rends compte que là je poursuivais les chimères, etc. Et ben, je suis plus, comment dire, sans illusion sur moi-même, c'est bon, c'est douloureux, mais c'est bon. Je ne sais pas si ça répond un peu. Ouais. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Moi, il y a une chose quand même qui me... Je trouve ça formidable, mais je suis enseignante et j'enseigne dans la banlieue parisienne, à côté d'Argenteuil, dans un lycée public. Donc, une population qui est globalement défavorisée et en grande partie issue d'immigration. Je trouve que ce qui est hyper difficile, c'est de sortir de l'environnement socio-économique. Et pour moi, c'est vraiment le premier frein. Et avant d'aborder tout ce que tu as dit sur ce qu'effectivement, la finalité, le désir, le premier... Enfin, moi, ce à quoi je me heurte avec mes élèves, que j'accompagne aussi là-dessus, c'est comment se libérer de l'environnement socio-économique. Et c'est une chose hyper basique. C'est est-ce que je suis prêt à prendre le RER pour aller à Paris? Et du coup, je ne vais pas aller faire mes études dans le BTS local, mais peut-être dans la prépa. Est-ce que je suis prêt à aller en internat? Et est-ce que d'ailleurs mes parents
peuvent le payer. Est-ce que, alors, par exemple, moi, je sais que c'est une des choses que je pose aux élèves, est-ce que vous êtes, à Paris, il y a toute l'offre possible, Oui. mais en réalité, je crois qu'il n'y a rien qu'on ne trouve pas, enfin, en Ile-de-France, on va à peu près tout trouver en termes d'offres, d'orientation, mais ça lève pas, enfin, voilà, moi, je sais pas, je trouve qu'il y a un frein socio-économique qui, pour moi, qui fait qu'avec mes élèves, globalement, j'ai rarement pu aller au-delà dans la réflexion. Voilà, je voulais juste... et je pense que c'est pas le seul endroit, enfin, c'est vraiment une réalité. Et quelque part, tu l'as dit aussi en disant, mon père était ingénieur, et donc moi, je suis allée dans une maths sup, et voilà, mais je veux dire, là, il y a des gens... Ah oui, voilà, moi, avec mes élèves, je me retrouve vraiment... j'en suis au stade level 1, quoi. Oui. Voilà, et le schéma d'expérience, en fait, de dire de vivre par l'expérience, est-ce qu'il ne peut pas être amené à l'expérience, va être d'aller en stage dans Paris, des petites choses qui font qu'ils vont vivre pour s'accrocher à quelque chose de possible, de dire eh ben, je vais aller à Paris, essayer un stage, rencontrer et donc s'ouvrir au monde. Eux, c'est pas aussi loin peut-être que d'imaginer le désir dans un milieu social favorisé. En fait, c'est de dire j'ai réussi à aller. Ces premiers pas, en fait, peut-être ça peut faire un retour d'expérience qui va donner de la force pour. Et après, peut-être du désir. Et ça veut dire déjà. Ça, c'est des choses, ça, c'est pas général, hein, ce que je dis, mais c'est quand même. Oui, bien sûr, mais il y a une multitude de conditionnements sociaux. Et donc, toute la question pour l'éducateur, c'est de s'intéresser aux élèves pour arriver à leur faire un pas. Ouais, c'est ça. Et bon, et ça, il y a une mission de l'éducateur qui est. Alors, mais déjà, même avec toutes ces conditions socio-économiques qui sont réelles, qui peuvent être. Qui fait que l'élève peut s'auto-censurer, quoi. Bon, mais le fait de l'aider d'une façon ou d'une autre pour mieux identifier ce qu'il aime, etc. Bon, ça c'est difficile, ça prend du temps, etc. Mais on voit bien, moi je parlerais même, c'est peut-être un peu fort, mais vous connaissez sans doute l'expression de Jean-Paul II, de structure de péché. Donc il y a le contexte socio-écologique, mais aussi l'organisation de l'enseignement et de l'éducation, qui fait que bien, c'est très difficile d'arriver à de développer une approche personnaliste, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut répondre à plein d'injonctions ministérielles, etc., qui fait que c'est pas facile d'avoir ce contact avec le jeune, de prendre une demi-heure avec lui pour débriefer sur telle chose, de lui faire ce pas pour essayer de trouver un stage qui lui permettrait. Donc là, ça il faut qu'on soit inventif là-dessus, et il faudrait que l'enseignement catholique, à mon avis, le fait sans doute, je ne sais rien, mais en tout cas investisse aussi ces milieux dans lesquels souvent il est peu présent. Ça, c'est un problème. Hein. Ouais. Alors je dis l'Institut, parce que là il y a quelque chose qui ne dépend pas directement de l'État. Donc, mais sinon, il faudrait aussi rendre possible, faire que structure de péché, c'est peut-être un peu fort, mais moi, en tout cas, il y a des structures qui conditionnent et qui font que... Merci beaucoup pour ces échanges, c'est très enrichissant. Je propose malheureusement, pour respecter le timing prévu, du coup d'enchaîner, mais en petit comité, en aparté, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Merci beaucoup. Merci.